Bonjour Thomas Courbe et merci de nous accorder ce temps d'introduction en fait, pour Global Industrie. Nous allons évoquer ensemble trois sujets qui sont au cœur pour moi de l'industrie, la compétitivité, la décarbonation et les approvisionnements. On va voir dans quel ordre on les traite, mais c'est quand même trois sujets importants. Mais dans un premier temps, déjà, est-ce que vous avez des données sur la reprise des entreprises? Quel secteur est à la traîne? Est-ce qu'il y a des reprises plus lentes? Comment ça se passe? Alors d'abord, bonjour et je suis très heureux d'être ici avec vous. On était en 2019 ensemble au Salon Global Industrie et je suis très heureux de la perspective de retrouver le salon Ça fait du bien dans d'avoir quelques mois. À nouveau. Absolument. Alors globalement, on peut dire que l'industrie se porte très bien, elle fait preuve d'une très grande résilience. On a aujourd'hui sur l'ensemble de l'industrie un niveau d'activité à 95% de la normale, donc un très bon niveau d'activité. Il y a évidemment dans ce constat général d'activité soutenue une hétérogénéité et des secteurs dans lesquels l'activité est plus difficile. Il y a évidemment en particulier le secteur des matériels de transport dans lesquels on est plutôt à 75% du niveau d'activité normale. Donc il y a évidemment des secteurs pour lesquels c'est plus difficile pour des raisons qu'on connaît bien, mais globalement un bon niveau d'activité. Et par ailleurs, on a aussi un contexte général positif et je voudrais simplement citer le rapport d'EY très récent sur l'attractivité qui montre que la France est restée en 2020 le premier pays européen d'attraction des investissements industriels et de très loin puisque le nombre de projets industriels qui ont été décidés en 2020 en France est supérieur à la somme des projets au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne additionnés. Donc on a vraiment une très forte activité pour les sites industriels de la France qui témoigne aussi d'une bonne perspective. Ça, c'est pas mal. Quand vous parlez du secteur des transports, c'est automobile, aéro, vous mettez... Voilà, matériel de transport, notamment automobile, ferroviaire, le terme matériel aéronautique. De transport, oui, voilà, alors c'est un secteur statistique important. Et évidemment, les difficultés des différentes parties de ce secteur des matériels de transport sont de nature différente. On connaît évidemment les difficultés sur le marché mondial de l'aéronautique, qui a un impact de l'aviation civile notamment, qui a un impact sur l'activité. Et puis sur l'automobile, on a d'autres types de freins à l'activité. Donc c'est 25% de sous-activité en global. Alors, si on avance sur le thème de la compétitivité, c'est vrai qu'il faut avouer qu'on a eu pas mal de dispositions ces dernières années, entre le suramortissement, des appels à projets. Est-ce qu'on peut faire un bilan des actions qui ont eu lieu ces dernières années et avec quels résultats concrets? Parce que c'est vrai qu'il y en a eu tellement, ce qui est bien, quelque part, mais on s'y perd, vu de l'extérieur, pour retrouver un petit peu les résultats, quoi. Alors, on a surtout le plan de relance qui a été massif pour l'industrie et on peut retenir pour avoir des ordres de grandeur que dans le plan de relance, on a financé 2000 projets d'investissement industriel qui représentent à peu près 2 milliards d'aides et 8 milliards d'euros d'investissement. Donc ça matérialise l'ampleur du soutien public qui a été apporté aux investissements industriels. Et ces investissements, ils ont poursuivi plusieurs objectifs. Il y a eu d'abord dans le cadre du plan auto et aéro qui ont été lancés en mai et juin 2020, un effort de soutien à des investissements industriels qui allaient depuis la recherche et développement jusqu'à des investissements de diversification, de décarbonation, de numérisation pour ces industries, en particulier automobiles et aéronautiques. Il y a eu un deuxième axe qui était, on y reviendra sans doute tout à l'heure, la décarbonation de l'industrie, qui a été un effort aussi important. Un troisième sur, je crois qu'on y reviendra également, la relocalisation. On avait un axe du plan de relance qui était dédié à financer des projets d'investissement de relocalisation dans divers secteurs. Et puis, un dernier axe qui était des projets territoriaux. On a eu plus de 700 projets territoriaux qui étaient en particulier dans les territoires d'industrie et qui étaient des projets d'investissement industriel qui correspondaient à un projet vraiment à l'échelle du territoire. Donc on avait ces différents axes qui étaient assez complémentaires les uns des autres, qui représentaient donc en tout plus de 2000 projets. Et en plus de ça, qui étaient des projets d'investissement industriel, on a eu la numérisation de l'industrie, le programme de numérisation de l'industrie. Alors vous avez évoqué qu'on avait lancé en 2018 une première étape avec les 10 000 accompagnements et le suramortissement.
pour l'investissement numérique, qui était une première étape avant la crise pour lancer cette dynamique de numérisation de l'industrie. On sait que l'industrie française, en moyenne, a plutôt du retard par rapport à ses concurrents européens en termes de numérisation. On a un âge moyen des machines à 17 ans, on a des taux d'utilisation par les PME industrielles de logiciels RFID, par exemple, qui sont très inférieurs à l'Allemagne. Donc on voit qu'on a un retard à combler, clairement. Et à l'occasion du plan de relance, on a voulu booster cette numérisation de l'industrie avec 2 programmes successifs qui vont permettre à peu près à plus de 8000 PME d'avoir un financement d'un investissement de numérisation. Donc c'est plus simple que les 2000 projets que j'évoquais. C'est par exemple une machine à commande numérique, c'est un logiciel de CAO qui est financé par l'État en partie pour déclencher cette numérisation de l'industrie. Donc on voit qu'en tout, on a un effet assez massif. Il y a un peu plus de 30 000 entreprises industrielles en France et on voit qu'on a des ordres de grandeur d'intervention qui sont très significatifs par rapport à l'ensemble de ces entreprises. Oui, et puis là, est-ce qu'avec la période que l'on vient de vivre, on s'est aperçu que les entreprises avaient peut-être pris en un an 10 ans d'avance sur la digitalisation qu'elles avaient prévue sur certains sujets. C'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y a encore besoin de pousser là-dessus? Parce que bon, c'est vrai que ce matin, je crois que c'était Olivier Dario qui nous disait du CIMOP qu'on avait gagné un cran dans la robotique. Enfin, il y a des secteurs sur lesquels, ça y est, on sent que c'est reparti. Est-ce que le suramortissement, tous ces sujets-là, c'est des choses qui sont encore à l'ordre du jour? Alors, ce qui est sûr, c'est que... Ils vont le devenir. Enfin, est-ce qu'il y a besoin de les aider encore, quoi? Est-ce qu'il y a besoin de les soutenir? Alors, on a fait beaucoup, en nombre, c'est très significatif. Je crois qu'il y a encore des besoins de numérisation, en particulier et sur 2 plans. Il y a des besoins de montée en gamme. Là, on a fait déjà une première étape de soutien, souvent de première étape de numérisation de l'industrie, et il reste des marges de progrès vers la vraie industrie 4.0 avec encore plus de valeur ajoutée de la numérisation sur la chaîne de production, dans certains cas sur l'intelligence artificielle qui semble un concept assez éloigné mais qui peut dans certaines PME industrielles être très puissante en termes de productivité. Et donc ça c'est un premier axe, et là clairement il reste des choses à faire. Et puis il y a un deuxième axe qui est qu'en face de cet accompagnement des PME qui vont se numériser, on soutient le développement de l'offre française. Et on veut que l'offre française de solutions numériques pour l'industrie se développe. Et Frédéric Sanchez, à notre demande, est en train de fédérer cette filière des offreurs de solutions. Alors le CIMOP est l'une des organisations professionnelles qui incarne une partie de cette offre. Et on veut que finalement l'ensemble de ces offreurs se structurent en filière, rendent plus visible leur offre, l'adaptent, la développent, pour que, en face de cet effort de numérisation des PME industrielles, il y ait aussi une offre française qui réponde et qui se développe également. Donc c'est aussi un champ de croissance pour l'industrie de développer cette offre de solutions. C'est ce que nous a dit aussi Frédéric Sanchez, c'est qu'il est à fond dedans. Justement, on parle de compétitivité, donc il va falloir investir. Est-ce que le PGE, qui nous a aidés en fait, face à la crise, qui était un outil formidable, qu'est-ce qu'ils font faire aujourd'hui? Il faut le transformer justement en investissement pour poursuivre? Alors, il me semble qu'il faut... Le PGE, donc déjà, il a été prolongé jusqu'à la fin de l'année, donc ça reste un outil qui est accessible. Je pense qu'il faudrait le transformer si on était face à ce que certains appellent un mur de dette, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que en cette période de sortie de crise, on a finalement eu évidemment en 2020 une forte augmentation de l'endettement des entreprises, mais on a eu aussi une forte augmentation de la trésorerie des entreprises. Et en fait, on a eu, pour fixer les ordres de grandeur, 217 milliards d'endettement supplémentaires en 2020 des entreprises, 200 milliards de trésorerie supplémentaires, et donc on a un endettement net supplémentaire des entreprises de 17 milliards en 2020, qui est très inférieur à ce qu'on a connu les années précédentes. On avait plutôt 50 milliards d'augmentation de l'endettement. Donc en fait, on est dans une situation où il me semble que pour beaucoup d'entreprises industrielles, le PGE, c'est des moyens d'investir. Et alors, on l'a soutenu dans le plan de relance, évidemment, un certain nombre d'investissements, puisque tous les investissements qu'on soutient dans le plan de relance sont cofinancés par les entreprises, donc elles l'ont déjà fait massivement, mais de continuer à utiliser cette trésorerie, ces financements, pour continuer à investir en compétitivité, en décarbonation, en numérisation.
Et pour moi, c'est vraiment la bonne direction pour nos entreprises industrielles. Oui, c'est pas transformer, enfin c'est utiliser cette... Voilà, c'est utiliser le financement, exactement. Oui, oui, tout à fait. L'outil reste, mais la trésorerie disponible doit être utilisée pour ça notamment. Alors, passons au deuxième sujet, les approvisionnements. C'est un sujet, j'avoue qu'il y a 2-3 ans, on n'en aurait peut-être pas parlé ensemble. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. C'est la dépendance déjà, pour nous, la dépendance, mais on s'aperçoit, on a eu plusieurs rencontres, qu'il n'y a pas assez d'industrie pétrochimique, qu'il n'y a pas assez d'acier, il n'y a pas, etc. Donc on a fait beaucoup de choses, on a trouvé des besoins financiers, mais en fait on ne trouve pas la matière première, et des coûts qui flambent. On parlait tout à l'heure de 150% sur les aciers. Comment on gère ? Alors, il y a une réponse de court terme et une réponse de moyen terme, conjoncturelle et structurelle. La réponse conjoncturelle de court terme, elle a pris diverses formes. Côté État, d'abord, le gouvernement a passé des instructions aux acheteurs publics, à tous ceux qui mettent en œuvre des marchés publics pour s'assurer qu'il y avait une compréhension de l'impact de ces difficultés d'approvisionnement pour les entreprises contractantes. On a également appelé les entreprises privées à tenir compte également de ces circonstances dans l'exécution des contrats privés, et ça nous semble être un élément important, et la justice commerciale veillera à ce que l'exécution des contrats se fasse de manière rigoureuse sur ce plan. Et puis, on a tout un ensemble de secteurs dans lesquels on va mettre en place, ou on a mis en place des médiations. Ce matin même, les ministres mettaient en place à Bercy une médiation pour les entreprises de la construction. La construction est l'un des secteurs qui subit beaucoup ces hausses de prix, ces difficultés d'approvisionnement. Et donc on met en place une médiation qui doit permettre de faciliter, de régler les difficultés entre entreprises liées à ces difficultés d'approvisionnement. Ensuite, ça arrive aussi pour ce qui est des contrats privés, dans un contexte dans lequel on voit que les délais de paiement sont plutôt bons en ce moment, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Les outils qui ont été déployés pendant la crise permettent qu'on ait finalement des très bons comportements de paiement, plus historiquement bons, en termes de délais de paiement, notamment en France comme à l'international. Donc on a aussi des circonstances qui aident un peu. Donc ça, c'est là. Et on suit évidemment de près. On a un monitoring hebdomadaire des difficultés dans les différentes filières. On essaye de voir aussi avec les filières à quel terme ces difficultés peuvent commencer à se résorber. Et il y a certains secteurs dans lesquels on voit des perspectives d'ici la fin de l'année d'amélioration de la situation. Donc ça, c'est la gestion conjoncturelle qui est évidemment à faire main dans la main avec le secteur privé. Et puis il y a une gestion structurelle de moyen terme qui est celle que vous évoquiez de plus globalement la sécurité d'approvisionnement du pays. Et la crise a montré, et vous avez raison de dire que c'est nouveau dans toute l'Europe, et je suis frappé de voir à quel point la Commission européenne, les États membres parle maintenant d'autonomie stratégique en Europe, parce que tout le monde a pris conscience du fait qu'on avait besoin d'avoir une meilleure résilience, une meilleure capacité d'approvisionnement. Et ça, dans le cadre du plan de relance, on a lancé une démarche à ce sujet. Et ce qu'on propose, c'est d'avoir une approche rationnelle. On ne va évidemment pas tout relocaliser en France, mais on va relocaliser, on va mettre en place des solutions de sécurisation des approvisionnements pour les produits les plus critiques. Et là, il y a eu un travail assez important qui a été fait depuis la crise avec les filières industrielles. Il y a des économistes, le Conseil d'analyse économique, l'Union européenne ont publié des listes des produits les plus critiques pour l'économie. Et donc, on propose d'avoir une approche qu'on a commencé de mettre en œuvre sur les produits les plus critiques, dont on est les plus dépendants. Vous avez cité, par exemple, on peut citer dans les matériaux les superalliages et le titane pour l'aéronautique, par exemple. Donc ça, c'est des intrants pour l'industrie dont on est dépendant à 80-90% d'un tout petit nombre de pays, en plus 2 pays essentiellement dont on est dépendant. Et ça, dans le cadre du plan de relance, on a financé 320 projets déjà de relocalisation sur des intrants critiques. Et notamment, on a des projets qui vont permettre de réduire notre dépendance à terme de 50% sur ces matériaux. Et donc, on a une approche dans laquelle on essaie de mettre en place des solutions de moyen terme pour dans quelques années, dans lesquelles les investissements qu'on finance maintenant dans le plan de relance vont permettre de réduire notre dépendance aux intrants les plus critiques qui sont établis donc par ces listes en fonction de... moyen terme, c'est quoi le moyen terme? Alors, ça dépend des projets. Il y a des projets qui
qui débouche assez vite, mais c'est quelques années en général pour que les premiers projets permettent de commencer à produire en France des produits qui jusqu'ici étaient quasiment exclusivement importés. Oui, c'est ça, parce qu'entre-temps, il y a la période actuelle, donc il va falloir attendre cette Voilà, partie-là. il faut gérer cette période. Et à vous écouter, je comprends tout à fait le secteur public, il fait sa propre police, entre guillemets, donc ça se passe bien. Avec le privé, c'est difficile de le forcer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, donner plus de pouvoir aux médiateurs de l'industrie, créer des lois, peut-être pas, c'est peut-être pas le terme, mais comment on fait pour régler ces problèmes aujourd'hui qui sont vraiment de pénalité de retard, d'augmentation des prix de 150%? Si le contrat n'a pas été bien ficelé à l'époque et qu'on ne peut pas utiliser certaines clauses, ça va être difficile, quoi. C'est pour ça que la solution principale nous semble être dans la médiation et dans la recherche d'une solution équitable via cette médiation entre les entreprises concernées. La médiation des entreprises est déjà très mobilisée sur ce sujet et comme j'indiquais, on met en place des médiations un peu dédiées sur certains secteurs pour lesquels c'est particulièrement important, comme la construction ce matin, et qui vont permettre d'essayer de trouver des solutions qui permettent de contourner les difficultés, en tout cas de surmonter les difficultés dans certains contrats liés à ces difficultés d'approvisionnement. Je pense que le fait qu'on ait aussi des solutions de moyen terme, des perspectives qui sont finalement pas si lointaines non plus de relocalisation en France d'une partie des productions et aussi une perspective importante pour les acteurs privés. Et puis on a d'ailleurs engagé une réflexion avec les entreprises privées, avec le Conseil national des achats qui regroupe les principaux acheteurs des entreprises privées françaises sur justement l'intérêt issu de la crise qu'ont un certain nombre d'entreprises privées à diversifier plus leurs sources d'approvisionnement et à avoir, pas en totalité, mais en partie, des sources d'approvisionnement en France, en Europe, beaucoup plus proches, plus maîtrisées. Et c'est une démarche qui progresse. On a une bonne dynamique avec le Conseil national des achats et on espère déboucher sur des résultats concrets dans certains secteurs dans lesquels, manifestement, les grandes entreprises et les grands acheteurs, en tout cas des grandes entreprises, des ETI françaises, veulent changer d'approche et être plus résilients dans leur approvisionnement. Peut-être plus solidaires. Voilà, avec des approches plus solidaires aussi ensemble, quoi. Tout à fait, avec des approches aussi de filières, des approches plus groupées qui permettent aussi de faire émerger des solutions et des projets de relocalisation parce qu'il y a des démarches un peu collectives. Et de façon annexe, on a aussi toutes les normes. On a un certain nombre de normes. Je lisais tout à l'heure, on avait un débat sur la réglementation REACH qui cite la réglementation était faite pour favoriser la compétitivité de l'industrie chimique européenne. Et puis on va interdire le trioxyde de chrome. Alors je ne dis pas que c'est très bien le trioxyde de chrome, mais visiblement en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne ou en Suisse, ça pose moins de problèmes. Ça veut dire qu'on risque de se retrouver aussi avec un souci, avec des réglementations au sein de l'Europe géographique, où certains pays de cette Europe géographique n'appartenant pas à l'Union européenne vont pouvoir prendre du travail de sous-traitants. Alors, c'est une question qui est assez fondamentale et je pense qu'on peut comparer votre point au sujet plus global de la décarbonation où vous avez raison, on a vécu en fait depuis des décennies, entre 1995 et 2015, on a réduit de 40% les émissions de l'industrie en France et on a augmenté de 17% l'empreinte des produits industriels importés. Donc on a fait exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire finalement des délocalisations par la norme ou par les objectifs. Et là, aujourd'hui, on veut résolument faire l'inverse, c'est-à-dire permettre de tenir des objectifs ambitieux en matière de décarbonation, tout en d'abord accompagnant les mutations, on va en dire un mot dans un instant, les mutations de l'industrie nécessaires pour faire cette décarbonation, et puis en assurant le level playing field que vous évoquez. Dans la décarbonation, on a un projet très clair qui arrive l'an prochain, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui justement va faire exactement ce que vous évoquez, c'est-à-dire permettre d'égaliser les conditions de concurrence entre l'Union européenne qui se dote d'objectifs importants en termes de réduction des émissions carbone et les pays extérieurs à l'Union qui exportent
l'UE. Donc c'est ce type de démarche qu'on veut adopter et c'est là que, de notre point de vue, on peut concilier ces objectifs environnementaux avec la compétitivité. Alors sur le point que vous évoquez sur REACH, on a d'abord toujours une discussion avec la Commission sur les conditions d'évolution des réglementations et on s'efforce toujours dans ces discussions que la réalité économique soit prise en compte dans l'évolution des réglementations. Le sujet du level playing field avec les autres pays est un sujet aussi important. Ça faisait partie des négociations du Brexit d'ailleurs, sur les sujets de normes, notamment REACH. Donc c'est un sujet effectivement qu'il faut traiter. Mais qui va se traiter assez rapidement. Vous écoutez ça avec, au niveau de la décarbonation, sur l'entrée sur le sol européen, il va y avoir des textes. Voilà, alors sur la France porte le projet d'un texte qui pourrait, en tout cas qui va être présenté rapidement par la Commission européenne, qui pourrait être adopté, on l'espère, dans les prochaines années, et qui va finalement, pour les principaux secteurs industriels émetteurs de carbone, égaliser les conditions de concurrence avec les importations. Justement, donc on arrive sur notre dernier sujet, la décarbonation. Est-ce que justement la décarbonation, c'est pas... Il y avait un côté marketing à un moment, mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas arrivé dans un virage? Enfin, on est vraiment dans le virage, on a l'impression que ça va aider à changer son business model, c'est-à-dire il faut changer, et Industrie 4.0, décarbonation, tout ça, c'est en train de bien accrocher ensemble. Est-ce qu'on n'est pas dans une phase vraiment de montée là-dessus, de prise de conscience assez importante? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une prise de conscience qui datait sans doute d'avant la crise, mais qui a été, je trouve, accélérée par la crise sur les deux plans, sur à la fois la numérisation et la décarbonation. C'est ce qu'on appelle la double transition. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'à Bruxelles, maintenant, on parle de triple transition, donc décarbonation, numérisation et résilience, ce que j'évoquais, donc la capacité de l'Europe à relocaliser une partie de ses intrants critiques. Et il y a bien le lien entre les deux, c'est-à-dire que la numérisation va aider à la décarbonation, et donc les deux sont liés. Et dans les travaux qu'on évoquait avec Frédéric Sanchez, l'idée est bien aussi d'avoir une cohérence entre l'offre française en matière de numérisation et de décarbonation. Et surtout, il y a une prise de conscience des entreprises qui est très forte, des entreprises industrielles en particulier, qui est très forte sur la nécessité de décarboner. Et donc, on a voulu, dans le plan de relance, apporter une réponse sur ce sujet. On a mis 1,2 milliard d'euros pour la décarbonation de l'industrie. On vient on a un grand nombre de projets qui vont être financés dans ce cadre. On vient de publier des feuilles de route de décarbonation des grandes filières industrielles. Là, on a 3 feuilles de route de 3 filières industrielles qui représentent 65% des émissions industrielles françaises, donc une partie très importante. Et donc, on est en train de construire finalement une vision partagée avec l'industrie de la manière dont elle va se décarboner en restant compétitive, en restant en France. Et les chiffres que j'évoquais tout à l'heure montrent que la meilleure manière de décarboner, c'est de réindustrialiser. Parce que l'industrie, quand elle est en France, émet moins on l'a vu dans les 20 dernières années. Donc c'est vraiment un projet qui est cohérent, sur lequel les filières industrielles sont très motivées. On a fait un très bon travail avec elles qui a amené à ces stratégies communes. On voit que dans le plan de relance, il y a une très bonne dynamique des entreprises, d'ailleurs, petites comme très grandes. On a à la fois des projets, des très grands sidérurgistes et puis des projets de PME qui font des investissements de décarbonation. Et on accompagne ces investissements donc en finançant une partie des projets. Et puis on investit là aussi sur l'avenir, sur les nouveaux marchés pour la décarbonation, sur l'hydrogène évidemment, qui est oui, on va y venir. Voilà, je crois que c'est majeur. Important. Mais est-ce que justement à vous écouter, j'ai l'impression que peut-être on a trop travaillé le cœur usine, c'est-à-dire la production de l'usine, et puis quand on parle bilan carbone, on va plus loin que le produit lui-même. C'est cette vision en fait qu'il faut avoir, Tout à fait. C'est élargir le spectre en fait, avoir une vision plus monter plus haut. Exactement. Être en drone. Oui, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. En fait, on ne peut pas raisonner comme on l'a peut-être trop fait dans le passé en termes d'émissions simplement, mais il faut bien raisonner en empreinte. Et donc, il y a les procédés de production en France, dans les usines en France. Ça, il faut effectivement réduire les émissions liées à ces procédés de production, mais il faut réduire aussi l'empreinte globale
des produits et donc y compris l'empreinte des intrants. Et là aussi, on a des enjeux comparables à ceux que vous évoquez qui sont vraiment importants pour réussir cette transition. C'est des enjeux de level playing field, d'équité de traitement. Et un bon exemple, je trouve, c'est la batterie. Vous savez que la production des batteries en Asie aujourd'hui conduisent à des émissions carbone extrêmement importantes pour la seule production de la batterie. Et alors que dans les projets de batterie que nous avons développés en France, vous savez qu'on a une usine de batterie qui se prépare en France, qui a été financée récemment donc à Douvrin. Et on voit qu'il y a un écart entre les émissions carbone pour la seule production qui est très important entre une batterie asiatique et une batterie européenne. Et là aussi, un peu dans l'esprit de ce que j'évoquais tout à l'heure, on travaille avec la Commission européenne sur un règlement qui va intégrer l'empreinte carbone du produit, exactement comme vous le disiez, on ne raisonne plus en émissions mais en empreinte carbone, et qui va égaliser les conditions de concurrence pour un produit comme la batterie de véhicules électriques, qui représente 30% de la valeur du véhicule, donc est important, et égaliser les conditions de concurrence en fonction du contenu carbone de ce produit. Donc on commence à faire ça, on commence à intégrer cette dimension globale que vous évoquez, où bien sûr il faut travailler sur les émissions, mais aussi sur l'empreinte et avoir des réglementations européennes qui assurent une équité de traitement au niveau de l'empreinte. Et comment on va aider les PME qui n'ont peut-être pas forcément la méthode d'avoir cette réflexion globale, à faire de l'éco-conception, avoir toutes ces idées-là, c'est bien, mais est-ce que, je ne sais pas, peut-être dans le futur, ça sera une des idées de les aider à avoir cette vision peut-être d'en haut? Alors, vous avez raison, j'évoquais tout à l'heure qu'on a mis en place 10 000 accompagnements pour des PME voilà, pour la numérisation. On était cœur d'usine. Et sans doute, voilà. Et puis sur le volet numérisation, sans doute, il faut qu'on réfléchisse à des accompagnements sur la décarbonation. Alors, il en existe, l'ADEME, qui a participé, je crois, tout à l'heure à une table ronde, en développe déjà. Il y a sans doute une réflexion à mener sur l'intensité de ces accompagnements pour aider les PME, donc à la fois à concevoir la décarbonation et puis, comme vous le disiez, à avoir une vision plus globale d'économie circulaire depuis l'éco-conception jusqu'au recyclage. Et ça, alors on développe aussi, dans le cadre du plan de relance, on développe aussi des stratégies de développement de l'offre sur le recyclage, typiquement pour avoir aussi une offre française qui soit plus avancée pour fournir aux PME des solutions de recyclage chimique, par exemple, qui sont adaptées à leurs besoins pour participer à cet effort d'économie circulaire. Alors, il nous reste 3 minutes pour parler d'hydrogène. Oui. C'est peut-être un petit peu court, mais est-ce que l'hydrogène, c'est pas en fait quelque part la filière de demain? On a l'impression, tout le monde en parle, que c'est vraiment la filière d'avenir, la filière de demain. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Et c'est une filière dans laquelle on veut localiser en France et en Europe la valeur ajoutée de cette filière, un peu comme on l'a fait sur les batteries. On veut localiser en France les différents éléments de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et c'est très large. Il y a toute la mobilité lourde, et donc la mobilité lourde décarbonée, donc les piles à combustible, les réservoirs qui vont servir à équiper les véhicules, notamment poids lourds, transports en commun, qui seront ainsi décarbonés, pour lesquels l'hydrogène est une très bonne solution. On va également soutenir l'installation en France d'usines d'électrolyseurs, donc tous ces équipements qui permettent de produire l'hydrogène décarboné à partir de l'électricité. Et on a plusieurs projets dans cette stratégie d'installation en France d'usines d'électrolyseurs. Et puis, on va réaliser des projets de décarbonation de l'industrie à partir d'hydrogène décarboné, en installant sur des sites très émetteurs, par exemple dans la sidérurgie, dans le ciment, des solutions qui vont permettre de réduire les émissions carbone de ces sites très émetteurs de CO2. Donc on a une chaîne de valeur qui est très large. La volonté que cette chaîne de valeur, elle développe de l'activité, de l'emploi en France, et un plan de relance, une stratégie hydrogène plus globalement qui va soutenir financièrement les investissements dans l'ensemble de cette chaîne de valeur dans les prochaines années pour à la fois participer à cette transition écologique et créer de l'activité industrielle, mais finalement une nouvelle filière industrielle en France. Oui, surtout qu'on a quand même pas mal de compétences en France là-dessus. Tout à fait. Bon, il y a Air Liquide, certes, mais il y a beaucoup de compétences et mécaniques et autres. Absolument. Et on a d'ailleurs constitué un Conseil national de l'hydrogène. C'est vraiment, comme c'est une stratégie très importante, avec un très grand nombre de chefs d'entreprise qui représentent un peu toutes les compétences justement de cette filière, et qui
qui permettent de guider le gouvernement dans la mise en œuvre de la stratégie, d'identifier finalement toutes les conséquences et les bouleversements que va apporter cette transition avec l'hydrogène. Et c'est un élément important parce que, comme vous le disiez, on a finalement en France tous les acteurs dont on a besoin pour localiser dans le pays cette nouvelle filière. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais écoutez, Thomas Courbe, je vous remercie. En tout cas, vous nous avez montré que vous occupiez des problèmes du concret avec les approvisionnements. On est déjà aussi dans le futur des carbonatios. Maintenant, nous allons attaquer la première grande rubrique de nos échanges sur Global Industry Preview avec un débat avec les professionnels de la sous-traitance. Et sans nul doute, nous allons revenir sur les sujets qu'on a évoqués entre nous. Merci Thomas Courbe. Merci.